Le thé est un art. Les feuilles issues d'un même théier permettent de produire des arômes variés. Thé blanc, thé vert, thé jaune, thé oolong, thé rouge, thé noir. La Chine est le berceau du thé. Sur ces terres ont été plantés les premiers théiers du monde. Son peuple considère le thé comme un être vivant, capable de relier le ciel et la terre. Une feuille d'arbre tombe dans l'eau et en change le goût. Le thé voit ainsi le jour. Le thé est passé par les épreuves de l'eau et du feu, de la vie et de la mort, pour enfin nous rencontrer. Le destin du thé est aussi le nôtre. Chaque année en mars, dans le village de Manding, Su Bowen et sa famille commencent à produire le thé de printemps. Les feuilles cueillies dans la plantation ancienne constituent des matières idéales pour fabriquer le thé pu'er. Su Bowen est le fils du dernier chef de l'ethnie Blanc de la montagne Dingmai. À l'image des autres membres de sa communauté, il se considère comme un descendant du dieu du thé. Bien que les galettes de pu'er soient les produits principaux de la montagne Dingmai, les Blancs préfèrent boire un thé non compressé et conservé depuis plus d'1 an. Pour profiter de ce thé frais, selon notre culture, il faut le torréfier. Les jarres utilisées pour la torréfaction sont fabriquées de manière traditionnelle avec des matériaux locaux. On secoue les feuilles pour qu'elles entrent en contact avec le feu. Le but, c'est d'éliminer les impuretés et le froid des feuilles, ce qui leur permet d'avoir un arôme plus pénétrant. Avant, une personne âgée qui travaillait dans son champ ne serait pas rentrée chez elle si elle avait oublié d'apporter son déjeuner. Mais si elle avait oublié sa petite jarre à thé, elle serait rentrée aussitôt. Parce que pour elle, ce thé était essentiel pour dissiper la fatigue. Le thé est indispensable dans la vie des Blancs.
Le thé, issu des anciens théiers de la forêt, porte une forte empreinte montagneuse. Amer au début, son arrière-goût doux remplit vite la bouche. Les Blancs habitent de génération en génération dans la forêt vierge du sud du Yunnan. Pendant l'ère glaciaire, le plateau Qinghai-Tibet a bloqué les courants d'air froid meurtriers. Son extrémité sud-est est devenue le paradis des espèces anciennes. Les premiers théiers ont justement été plantés dans ces forêts vierges. De génération en génération, l'histoire de l'homme et des théiers sauvages s'est développée en une mythologie. Une mémoire commune des peuples de cette forêt. Mi-avril, la fabrication du thé de printemps dans la montagne Xingmai touche à sa fin. Les Blancs vont célébrer leur plus grande fête de l'année, la fête de l'ancêtre du thé. La fête a lieu chaque année. Si c'est une petite cérémonie, l'apogée est le 16. Si c'est une grande, c'est le 17. Au sommet de la montagne, un bœuf est sacrifié en l'honneur des ancêtres. Su Guowen a réalisé les 3 dernières volontés de son père, mort en 1988. Construire une école dans la montagne des Blancs, achever la rédaction de l'histoire de leur ethnie et construire un temple pour le dieu du thé. Il faut savoir comment on est né, comment on a grandi et comment on récompense nos ancêtres pour leurs efforts. Ce n'est que comme ça que la vie a un sens. Su Guowen, 76 ans, pense que l'esprit des ancêtres de son ethnie vit encore au fond de la forêt. Le premier théier qu'il plante dans une nouvelle plantation, les Blancs l'appellent l'arbre de l'esprit du thé. C'est le gardien des théiers. Tous les 4 ans, les Blancs se rassemblent au temple du Pahelan. Ils lavent la statue du dieu du thé avec du thé infusé dans de l'eau de source et lui offrent leur meilleur thé frais. L'ancêtre du thé des Blancs s'appelait Pahelan. On dit qu'il y a plus de 1800 ans, il a sauvé son peuple de l'épidémie en utilisant des feuilles du thé comme remède. On appelle les esprits du thé au sommet de la montagne. Chaque plantation de thé a son esprit. Le jour de la fête, on invite tous les esprits du thé à nous rejoindre pour la célébrer. Nous ne pouvons pas oublier que ce sont eux qui nous ont laissé cette richesse.
Nous espérons qu'ils reviendront protéger tous nos villageois et nos théiers anciens. Les théiers anciens, originaires du sud-ouest de la Chine, se sont transformés dans le sud-est en buissons à petites feuilles, faciles à cueillir et à contrôler. Les feuilles fraîches et tendres de ces buissons bas donnent naissance à de nombreux thés chinois célèbres. Quand je suis venue il y a 25 ans, c'était l'hiver. Il faisait très froid. C'était le 22 janvier 1987. Et depuis cette date, je vis ici. L'italienne Gabriella Bonimo a un nom chinois, Tang Yun. Bonjour madame, veuillez prendre place à l'intérieur. Je suis italienne. Bien sûr, j'aime le café. Mais après mon arrivée en Chine, j'ai commencé à boire du thé. Le Longding est son thé chinois préféré. Mais à la différence de la plupart des touristes étrangers, Gabriella ne se contente pas du Longding servi dans les maisons de thé pékinoises. Avril 2013, Tang Yun arrive à Hangzhou, où elle va passer toute la saison du thé chez un cultivateur local. Chaque année, au printemps, les cultivateurs reçoivent des passionnés qui souhaitent goûter le thé frais et connaître l'histoire qui se cache derrière. Ils vivent et travaillent avec leurs hôtes. Dans le sud de la Chine, ce phénomène est très répandu. Tang Yun est accueilli chez Monsieur Chen, cultivateur de Longding. Laissez tomber les vieilles feuilles. La cueillette est primordiale. La qualité des feuilles cueillies détermine celle du thé produit. Les feuilles avec une mèche au milieu sont les plus fraîches, quelle que soit leur taille. Les doigts changent de couleur. Ils deviennent noirs. La cueillette est un travail fatigant. On doit travailler de 6 heures du matin jusqu'à très tard, avec seulement une petite pause pour le déjeuner. Longding est le nom d'un thé, d'un lieu, d'un village et aussi d'une source. Les anciens Chinois pensaient que ce puits communiquait avec la mer, où habitait le dragon, d'où le nom de Longding, qui signifie littéralement « puits du dragon ». Pendant leur temps libre, les cultivateurs du village de Longding aiment raconter ces anecdotes aux passionnés de thé. Ici, c'est un lieu heureux dont le ciel nous a gratifiés. L'empereur Qianlong est passé une fois par notre village pour goûter le thé, mais sans donner d'évaluation précise. 3 ans plus tard, il est revenu ici avec ses gardes et a laissé une écriture impériale. De cette manière, il a marqué l'histoire du Longding. Aujourd'hui, la plupart des processus de fabrication du thé sont assurés par des machines. Mais il y a 15 ans, la fabrication du Longding était encore entièrement effectuée à la main. Quand il n'y avait pas d'électricité, comment on allumait le feu? On faisait du feu avec du bois. J'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans, alors que je n'y connaissais rien au flétrissage. Je ne me chargeais que de faire du feu. Le Longding est un thé vert non oxydé. Le thé vert est le thé le plus populaire en Chine. Les Chinois apprécient son apparence limpide et ses vertus médicinales. Le vert et le jaune
s'harmonisent dans le Longding, à l'image des traces d'encre de la peinture traditionnelle chinoise. Le goût du Longding rappelle les orchidées, ou selon les dires des cultivateurs, le goût des fèves grillées. Pour beaucoup, c'est un délice exceptionnel. Les Chinois boivent du thé durant toute la journée. Cela leur apporte sérénité et équilibre. Le thé permet d'ajuster ses émotions, de se créer son univers, une atmosphère. J'adore ça. Les Chinois boivent du thé depuis très longtemps. Dans un contrat qui date de la dynastie des Han et qui a été découvert dans le Sichuan, il était déjà écrit que les serviteurs se devaient de maîtriser tout le processus d'achat et de préparation du thé. Les maisons de thé dans le Sichuan sont toujours combles. Pour ne pas déranger les clients, la tradition était de ne pas s'approcher trop près d'eux. Quelqu'un a donc inventé une théière en cuivre à long bec. Aujourd'hui, tout un ensemble de techniques impressionnantes ont été développées. C'est ce qu'on appelle les 18 pas du dragon. Je m'appelle Zhang Yixin. Je suis étudiante. J'apprends les techniques de la théière à long bec depuis plus de 3 ans. Ce sont mes parents qui m'ont encouragée à apprendre l'art du thé et la théière à long bec. Ils adorent le thé. On trouve des maisons de thé partout à Chengdu. Et chaque maison est typique de Chengdu. La technique des 18 pas du dragon, je l'ai vue pour la première fois quand j'avais 17 ans. Et je me suis dit, si moi, une fille, j'arrive à faire ça, ce serait certainement très cool. Si tu veux apprendre les 18 pas du dragon, il te faudra longtemps. Je me rends folle quand je pense à ce mouvement-là. Alors laisse tomber, concentre-toi sur les 18 pas du phénix, c'est plus facile. Tu ne veux pas m'apprendre, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est juste que ça ne te servira à rien. Et pourquoi ça? Parce que tu pourras pas atteindre la vitesse des garçons. J'y arriverai. Et t'auras assez de force physique, tu crois? Le maître explique à Zhang Yixin que pour maîtriser les 18 pas du dragon, il faut aussi comprendre le thé. À plus de 100 km de Chengdu, à Ya'an, se trouve la montagne Mingding. Selon la légende, il y a 2000 ans, un homme, Wu Lijun, a planté ici 7 théiers. Au même endroit a été construite plus tard une plantation nommée Plantation impériale de thé. L'eau du milieu du fleuve Yangtze et le thé du sommet de la montagne Mingding sont devenus des symboles de qualité. La personne que cherche Zhang Yixin vit justement dans cette montagne. Vous les jeunes, vous êtes trop impatients. La cueillette quotidienne vous rendra plus serein. Ce vieux monsieur s'appelle Chang Xianxin. Zhang Yixin doit l'appeler grand maître pour lui montrer son respect. Il y a une dizaine d'années, monsieur Chang a développé sa propre version des 18 pas du dragon, basée sur les traditions. Il a ensuite transmis la technique à son fils Changbo. Mais là où il excelle encore plus, c'est dans la fabrication du thé. Zhang Yixin est arrivé au moment de l'année où monsieur Chang est le plus occupé. Il fait chaque année, à cette saison, un thé presque inconnu, car il requiert un processus complexe et des matières premières de haute qualité. Aujourd'hui, nous cueillons les feuilles de 1,5 à 2 cm de long pour faire le huangya. Il ne faut pas les pincer, mais les casser. Habituellement, ces matières précieuses sont utilisées pour fabriquer du thé vert de bonne qualité. Mais monsieur Chang dépense davantage de temps et d'efforts pour les transformer en thé jaune.
Les feuilles doivent être chauffées à plus de 160 degrés. Nos mains doivent sentir la chaleur à 40 cm au-dessus de la bassine. Il faut remuer les feuilles dans la bassine chaude durant 4 ou 5 minutes pour les sécher et les flétrir. Cette technique de flétrissage date de la dynastie des Ming, il y a plusieurs siècles. La première étape vise à faire disparaître l'odeur d'herbe des feuilles fraîches pour qu'elles émettent leur arôme. La fermentation du huangya est réalisée en couvrant les feuilles chauffées d'un papier de paille afin que l'oxydation ne dépasse pas les 15%. Le papier peut laisser entrer l'air afin d'éviter que les feuilles ne pourrissent. Les autres tissus ne fonctionnent pas aussi bien. J'ignore le principe de cette pratique traditionnelle, mais elle donne vraiment au thé un meilleur goût et une plus belle couleur. Le thé jaune demande une grande minutie. Tout en conservant la fraîcheur du thé vert, il a également une douceur particulière. Même les maîtres les plus expérimentés ne peuvent pas toujours garantir le succès de la fabrication. La transformation nécessite 36 heures. Monsieur Chang n'est pas né dans cette montagne, mais il la connaît bien. Il y a déjà vécu 50 ans. Ce temple a été construit durant la période des Trois Royaumes, il y a plus d'un millénaire. En 1963, je suis venu de Chengdu avec une centaine de personnes planter des théiers ici. C'était avant ta naissance, avant même celle de ton père. J'ai habité dans ce temple pendant 10 ans. Au maximum, il y avait ici plus de 200 personnes. Toutes ces plantations aux alentours, c'est nous qui les avons exploitées. À l'époque, le temple était entouré de théiers. Les moines faisaient du thé en faisant leurs prières. La plupart des plantations dans la montagne Minding appartenaient au temple. Les moines considéraient que les pratiques liées au thé étaient aussi des pratiques bouddhistes. Torréfiées après 36 heures de fermentation, les feuilles sont enfin transformées en thé jaune. Ce thé faiblement oxydé donne un goût plus doux, idéal pour les gens dont l'estomac supporte mal le froid. La fabrication du thé jaune demande une grande rigueur. Toute négligence pourrait mener à l'échec. Produit dans le Sichuan, le Hunan et l'Anhui, le thé jaune a cependant une diffusion confidentielle. Quand on infuse une tasse de thé, les feuilles flottent d'abord à la surface de l'eau, puis sont immergées. Les hommes sont aussi comme ça. Quand ils sont encore immatures, ils demeurent à la surface des choses. Quand ils mûrissent, ils s'immergent dans la société. Passée par les mains habiles des Chinois, une même feuille peut être transformée en 6 types de thé différents qui présentent des goûts variés. Le thé vert non oxydé, qui conserve le mieux la fraîcheur des feuilles. Le thé jaune, faiblement oxydé, plus doux que le thé vert. Le thé blanc, fabriqué sans torréfaction ni roulage, qui conserve le mieux le goût naturel. Le thé oolong, semi-oxydé, avec des arômes variés. Le thé noir, post-fermenté, qui était la boisson de la vie pour les nomades. Mais le thé le plus populaire du monde, c'est le thé rouge, qui fait l'objet d'une oxydation totale.
Chaque printemps, le village de Tongmu, dans la montagne Hui, est imprégné de l'odeur du pain brûlé. Cette odeur catastrophique pour la plupart des producteurs de thé est au contraire considérée comme la plus agréable du monde par ceux de Tongmuguan. C'est le secret du thé rouge le plus ancien du monde, le Lapsang Souchong. Chaque matin, Jiang Yuanxun, héritier des techniques du lapsang, doit évaluer les échantillons de lapsang fabriqués la veille en fonction de la densité de l'arôme de longan et de celle de l'arôme de fumée. De A, un bien. Il y a plus de 300 ans, le premier thé rouge du monde a vu le jour dans ce village éloigné. Voici l'histoire racontée par la famille Jiang de génération en génération. Vers le milieu du XVIIe siècle, une troupe de soldats est venue de Tongmuguan, dans le Jiangxi. Les montagnards, terrifiés, se sont enfuis en laissant de côté les feuilles de thé. Le lendemain, de retour dans leur plantation, les feuilles avaient déjà changé, ou plus précisément, elles étaient oxydées. Ces feuilles ont été passées immédiatement au chauffage, au roulage et à la torréfaction. Elles sont devenues noires et le liquide obtenu après infusion a pris une teinte rouge. Les montagnards les ont confiés à des marchands du Fujian dans le village de Xing. Ils espéraient que ces derniers pouvaient les aider à vendre ce thé vert raté. L'année suivante, ces marchands sont venus nous dire qu'ils avaient vendu notre thé au double du prix habituel. C'est ainsi que ce thé est devenu populaire, parce que son goût plaisait mieux aux Européens. Aujourd'hui, les thés rouges occupent 80% du marché mondial. Les Occidentaux ont renommé le thé rouge en thé noir. En Chine, cette notion renvoie à un thé post-fermenté. Dans les archives tibétaines, le thé noir est appelé la mer de rosée douce. Sur le plateau du Qinghai Tibet, marqué par la pénurie d'oxygène, de légumes et de fruits, les Tibétains ont besoin du thé pour décomposer la graisse et acquérir des vitamines. Pour les nomades du Xinjiang et de Mongolie intérieure, le thé noir est tout aussi indispensable dans la vie quotidienne. La fabrication du thé noir dans les provinces du Sichuan, du Hunan, du Runan, du Hubei et du Guangxi est déjà vieille d'un millénaire. Chaque printemps, 15 jours après la cueillette des premiers bourgeons, les cultivateurs de Ya'an, dans le Sichuan, se mettent à collecter la matière première pour fabriquer le thé noir. Les grandes feuilles, inutiles pour les autres types de thé, sont en revanche idéales pour le thé noir. Il faut se servir d'un couteau spécial pour les cueillir, d'où est tiré le nom de ce thé, le thé au couteau. La fabrication dure plus longtemps que pour tous les autres types de thé. Pour obtenir un thé primaire solide et riche, il faut rouler et façonner les feuilles grandes et dures à maintes reprises. Avant l'apparition des machines de roulage modernes, ce processus était le plus fatigant de tous. Aujourd'hui, les vieux maîtres du village de Changsha à Ya'an sont les seuls à savoir rouler les feuilles de thé selon la technique traditionnelle.
Les feuilles sont cuites à la vapeur avant d'être mises dans un sac de jute afin que leur tige ne pique pas le maître. Une planche est nécessaire pour le roulage traditionnel. Actuellement, ce processus de roulage du thé à 3 reprises n'est conservé qu'en tant que patrimoine immatériel. Dans l'industrie chinoise du thé noir, les lignes de production modernes ont remplacé la fabrication manuelle. Wodoué, la fermentation rapide en tas humide, est un processus spécial de fabrication du thé noir. Les feuilles humides, entassées et compressées, se transforment sous l'effet des micro-organismes. Quand la température à l'intérieur du tas atteint 70 degrés, il faut brasser les feuilles à plusieurs reprises. Une semaine après, les feuilles deviennent brunes ou noires. La vertu hygiénique de cette boisson des nomades attire aussi les citadins modernes. Après avoir été pressé en briques ou en galettes, le thé noir commence son long voyage. La fabrication et le traitement du thé en Chine se sont modernisés depuis la première moitié du XXe siècle, en faisant un usage continu des dernières avancées technologiques mondiales. Cependant, les techniques manuelles, traditionnelles, ont toujours une valeur irremplaçable. Pour les Chinois, le thé façonné à la main, qui mélange la terre et la température des mains, permet de conserver son âme, son esprit. L'empreinte sauvage des feuilles de thé disparaît petit à petit durant leur voyage. L'être humain a un penchant naturel pour le parfum, l'arôme. Le thé oolong va plus loin dans cette recherche. Le Wui Yancha est un thé oolong semi-oxydé. Le Darongpa est le thé de première qualité de cette variété. Son nom vient des citéiers anciens sur la falaise située derrière le temple Yongle. Pendant la saison du thé, les cueilleurs partent à pied avant l'aube. Il leur faut 2 heures de marche pour atteindre les plantations dans la montagne. Dans les monts Wui, les meilleurs yancha viennent d'un lieu dit des 3 fosses et des 2 ravins. Un endroit peu ensoleillé où les feuilles sont plus épaisses. Le thé infusé est ainsi plus corsé. Ce thé nous évoque un grand maître zen, retiré du monde, et qui médite dans la sérénité de la montagne. Après une journée de travail, avant le coucher du soleil, chacun porte une centaine de kilos de feuilles à l'usine de thé, située à 2 heures de route à pied. Chaque année, Huang Shanhui, du village Tianxin, continue à fabriquer à la main du Darongpa, selon les méthodes traditionnelles. Le meilleur thé ne peut être réalisé que dans l'harmonie du ciel, de la terre et de l'homme. À part le savoir-faire du fabricant, il exige aussi un environnement optimal pour la fabrication. L'agitation des feuilles provoque leur fermentation. Quand l'humidité atteint un état satisfaisant, les feuilles commencent à devenir rouges sur les bords, ce qui est synonyme d'oxydation correcte.
La température est supérieure à 200 degrés à l'intérieur de la bassine de fer. Toute négligence pourrait entraîner une brûlure des mains. On roule les feuilles dans des bassines en forme de dents. C'est comme quand on pratique le tai chi. Nos mains doivent se balancer pour rouler les feuilles. Un thé de qualité nécessite une torréfaction à feu doux qui dure 20 heures. Dans des cas extrêmes, la torréfaction peut se répéter 9 fois dans la fabrication traditionnelle du Darongpa, ce qui rend les feuilles lisses comme des écailles. En goûtant les thés de Wu-Li, il faut émettre un son, c'est une sorte d'éloge. Regardez. C'est comme aspirer le thé. Cela permet à chaque coin de votre bouche d'avoir un contact avec le thé et votre langue saura juger de sa qualité. Huang Shanhui offre chaque année du Darongpa qui vient d'être fabriqué aux moines du temple. Avant, j'habitais dans une grotte près du temple Yongle, le plus grand temple du nord du Fujian. J'ai eu l'occasion d'y vivre durant 6 ans. Nous devons être reconnaissants envers tous ceux qui boivent notre thé, parce que c'est grâce à eux que nous pouvons nous réaliser. J'ai eu ainsi une autre compréhension du thé. Dès mon retour, j'ai décidé que le thé allait faire partie de ma vie pour le restant de mes jours. Souvent, les gens qui pratiquent une religion apprécient aussi le thé. La montagne Tailao, située au bord de la mer de Chine orientale, est un lieu où on pratiquait le bouddhisme et le taoïsme dans les temps anciens. Maître Chanding, du temple Baiyun, situé au sommet de la montagne, rend souvent visite à un vieux théier. En général, dans la montagne, il y a des lichens autour des arbres anciens, sous lesquels se cachent de petits insectes et bestioles. Ce théier ancien, dans la montagne Tailao, est considéré comme la mère du thé blanc de Fuding. En général, un théier à petites feuilles ne vit pas plus de 100 ans. Mais celui-ci est arrivé à l'âge miraculeux de 300 ans. Les insectes qui s'abritent sous les lichens grignotent le théier. L'hypoderme d'un théier couvert de lichens risque d'être complètement détruit par les insectes. À l'âge de 17 ans, Chanding est allé enlever les lichens et les insectes avec son maître pour la première fois. Cela fait 18 ans qu'il a gardé cette habitude. Le thé blanc est un thé très ancien. Les feuilles sont séchées au soleil ou à l'ombre. Le traitement des feuilles est réduit, ce qui permet de conserver au maximum leurs éléments nutritifs et leurs propriétés anti-inflammatoires. Village de Balio dans le Fujian. À partir de la mi-mars, Monsieur Mai entame le mois de travail le plus chargé de l'année. Il ne faut pas sortir les feuilles trop tôt parce que les brumes épaisses du début de matinée peuvent nuire à leur couleur. Il faut les récupérer tôt le soir et éviter de les exposer au soleil trop fort du midi. Facile à dire, mais difficile à faire. Il faut observer les nuances de leur couleur tout d'abord. Ensuite, il faut les toucher pour connaître leur degré de sécheresse. Quand il n'y a plus de fumée, on met les feuilles séchées au-dessus. La température ne doit pas être trop haute, sinon les feuilles brûlent. Le thé blanc de première qualité est fabriqué avec les bourgeons duveteux cueillis avant avril,
qui reste rigide et brillant dans l'eau. D'où vient le nom de cette variété, les aiguilles d'argent. Les descendants de M. May se rassemblent pour la cérémonie de culte des ancêtres. Occupés par la fabrication du thé début avril, ils ont décidé de reporter la fête à la fin du mois. Une tasse de thé blanc constitue le sacrifice le plus important. Les thés blancs, très populaires aujourd'hui sur le marché, ont été transplantés depuis la montagne Taylor il y a une centaine d'années. Depuis le printemps 2012, le temple Baiyun est en rénovation. Le maître a appris à Changjing, son seul disciple d'alors, à fabriquer le thé. Chaque année, il fabrique ainsi du thé blanc et le conserve dans des pots. Ils offrent souvent du thé à des villageois ou des pèlerins malades. Après la mort de son maître, Changjing lui a succédé afin de perpétuer cette tradition. Il faut faire très attention durant le séchage. Une fois étalés, ils ne doivent plus être touchés. S'il fait beau, le séchage est encore plus rapide. Mais cela est rarement le cas au sommet de la montagne Taylor, où le temps est souvent gris. Il fait très froid dans la montagne avant avril. Ce n'est pas facile de sécher les feuilles. Le thé blanc est donc très précieux. Il faut boire du thé et méditer dans le même esprit. Le goût du thé est comme celui de la vie et celui du zen, parce que le thé a aussi une vie. Plus on le comprend, meilleure sera sa qualité. Mon maître utilisait le thé blanc pour guérir les maladies. Il le cuisait dans la marmite avec du sel. La rénovation du temple va durer 1 an. Les travailleurs migrants venus de la plaine ont du mal à s'habituer au froid et à l'humidité de la montagne. Changjing leur prépare tous les jours du thé blanc. Le liquide a l'air sombre, mais il peut guérir le rhume et la rougeole. Surtout, il peut calmer la colère interne. Petit à petit, tout revient au cœur. Le bonheur se trouve dans la vie ordinaire. Pour le thé, c'est pareil. Avant, on faisait attention à l'arôme, au liquide et à la couleur. Mais maintenant, un thé léger nous suffit. Aujourd'hui, largement planté dans le monde entier, le thé figure parmi les 3 principales boissons sans alcool, avec le café et le cacao. Tout a commencé par sa rencontre avec les ancêtres des Chinois, dans la forêt, il y a des millénaires. Le berceau du thé possède non seulement des théiers sauvages, mais a aussi eu la clairvoyance de les avoir découverts et la sagesse d'avoir su donner à leurs feuilles des arômes variés. Les Chinois sont les premiers à avoir apprécié le thé. 2000 ans plus tard, ce qui leur tient à cœur, c'est toujours l'origine du thé, la nature.
Avant sa mort, notre ancêtre nous a laissé une leçon. Il a dit, si je vous laisse des bestiaux, des catastrophes naturelles, les tueront tôt ou tard. Si je vous laisse de l'argent et des trésors, vous les épuiseriez. Je vous laisse donc ce jardin de théiers anciens pour que vos descendants en bénéficient pendant l'éternité. Vous devez les aimer comme la prunelle de vos yeux, afin qu'ils soient transmis de génération en génération. Des régions productrices de thé aux endroits sans thé, de l'aspiration au thé à la création de son propre thé, les différents chemins de vie des Chinois se retrouvent autour du thé. Retrouvez notre série documentaire sur le thé dans l'épisode 2, Le bout de la route.